Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du Journal de la Rédaction, ce magazine que Télé 7 propose chaque dimanche soir et rediffusion lundi matin avec les professionnels des médias. L'analyse de l'actualité en constitue donc les menus. Exceptionnellement, je vous en fais la présentation, Charlie Tonsi étant indisposé pour des raisons de santé. Pour ce soir, autour de cette table, Fidèle Moussangou du quotidien Le Phare. Bonsoir Fidèle. Bonsoir, bienvenue. Notre ami Daniel Safou des Points Saillants en plus. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bienvenue. Et à ma gauche, il y a Moïse Moussangana. Il est de... Moïse, bonsoir. Bonsoir. Et à l'extrême gauche, Diana Gikoupa Joachim. Bonsoir Diana. Bonsoir. Du journal La Colombe. Alors voilà, avec ses confrères, nous allons analyser l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine qui est marquée par la division au sein du mouvement du 23 mars, le 1-23. Il y a le clan Makenga qui vient de chasser, de bouter hors du territoire congolais, selon les sources officielles, le clan Runiga qui séjournerait déjà au Rwanda. Le deuxième sujet va porter sur le classement divulgué par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, sur l'indice du développement humain. La République démocratique du Congo, fort malheureusement, se trouve comme dernière de la classe. Et en dernier lieu, le troisième sujet va porter sur la conférence des gouverneurs qui se tient à Kananga. Je commence avec Daniel. Bonsoir Daniel, je commence avec vous donc. Daniel, les M23 divisés, Kampala, la conclusion de l'accord qui devait être signé à Kampala ne sera plus signé. Quelle est l'analyse que vous faites de cette division au sein du M23? Je commencerai par la position du chef de l'État qui vient de rappeler la délégation gouvernementale Kampala et qui vient de suspendre aussi le roi de l'Équateur qui se faisait passer pour roi. Alors, vous voulez dire le gouverneur de l'Équateur? L'ex-gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Jean-Claude Bayele, qui a crié se moquer, n'est-ce pas, de la République. Il est rattrapé par l'histoire. Mais je reviens maintenant pour, n'est-ce pas, Kampala. Vous savez, la ruse rwandaise est tellement efficace, je ne cesserai jamais de le dire, Rwanda n'a que deux armes, les mensonges et la ruse. Voilà les deux armes redoutables, n'est-ce pas, que les Rwandais utilisent. Aujourd'hui, la fraction, n'est-ce pas, du M23, oui, vous voulez dire quoi par là? C'est une ruse. On veut nous tromper, mais vous usez d'inintelligence. Le gouvernement ne sait plus traiter avec qui. Il est en face de lui des délégations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que Makenga. Runiga est mis hors d'état de nuire. Non, c'est faux. C'est faux. Il est de l'autre côté. Nous avons l'habitude de parler de la balkanisation ici. Je crois qu'à l'est du pays, la balkanisation n'est plus un concept abstrait. De l'autre côté, ils sont en train de vivre déjà la balkanisation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand vous prenez, les deux se sont divisés l'est du pays. Qu'on ne vous trompe pas. D'un côté, ils ont Massissi. De l'autre côté, ils ont Rutshuru. C'est ça d'abord, sur le plan géostratégique, la division du M23 se situe à ce stade-là, à moins que je me trompe. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe encore? Soutani Makenga, c'est-à-dire que l'aile de Soutani Makenga, et réclame, n'est-ce pas, la dimension politique et militaire, c'est-à-dire revoir les institutions, n'est-ce pas, ici, des élections du 28 novembre. Par contre, l'aile, n'est-ce pas, de Runiga, eux acceptent, n'est-ce pas, de s'intégrer dans les institutions et intégrer aussi, n'est-ce pas, leurs officiers, n'est-ce pas, dans la FARDC. Voilà la confusion qui s'était créée devant ces tableaux, n'est-ce pas, liés à la ruse. C'est à nous de gérer la situation. Ces accords qui se signent sans pour autant l'opinion soit saisie, effectivement, doivent cesser. Bientôt là, c'est la rentrée parlementaire. Nos députés doivent interpeller la délégation gouvernementale qui est allée, n'est-ce pas, là, à Kampala, qui nous éclaire, assez clair, permettez-moi la tautologie, qu'on comprenne la profondeur, n'est-ce pas, de tous ces accords-là. Alors, Fidèle Moussangou, il y a Runiga qui est désormais retranché au Rwanda. Il demande même l'exil avec plus de 700 hommes. Et il y a Makenga qui est de l'autre côté, qui va certainement continuer à parler au nom du M23. Est-ce que, Fidèle Moussangou, ça ne vous rappelle pas l'épisode Mutebu Senkunda? Non. Vous savez, nous sommes en train de vivre une supercherie
orchestré par un régime qu'on appelle les FPR, qui se fout du sang des Congolais. Donc qu'il y ait des Congolais qui meurent chaque jour, soit des balles, soit des maladies, soit de la famine, du froid dans les collines du Nord Kivu, les FPR s'en foutent éperdument. Pour lui, il a un objectif. Quel est cet objectif là-bas? C'est emmener le conflit Hutu-Tutsi au Congo, qui n'existe pas ici. C'est ça le problème. Alors ça sera un vivier qu'il va exploiter pour chaque fois déranger la paix à l'Est. Faire que l'Est, il n'y ait ni paix ni guerre. C'est ça le conflit. Parce que voilà, regardez maintenant, on chasse Runiga, on met Makenga. Mais Makenga est recherché par la justice internationale. L'ONU a quand même demandé de geler ses avoirs, lui et Runiga. Maintenant, ici, Kinshasa, qui joue le jeu, inconsciemment, comment vous allez négocier avec quelqu'un qui est recherché par la justice internationale? Et Runiga ou Makenga? Et Makenga a un faux nom. C'est pas son nom. Vous avez déjà vu un Rwandais appelé Makenga? Ça n'existe pas ce nom dans le Kinyarwanda. Moi, je connais le Kinyarwanda très bien. Moi, j'ai de la famille là-bas. Donc, c'est un faux nom. Et il s'est autoproclamé général des brigades. Et il va entrer ici comme général des brigades, il ne mettra jamais ses pieds à Kinshasa. Parce qu'un général doit venir ici pour la prise d'armes. Parce qu'un général, c'est toute la République. Il ne viendra jamais ici, comme Tangana n'est jamais venu ici, mais Kinshasa négocie. Pourquoi? Kabila Ouattara l'a expliqué un jour devant la première. Alors, ce qui fait que c'est encore une supercherie pour transplanter ces conflits ici. Parce que le Rwanda a un problème, enfin le régime du FPR a un problème. C'est le problème de Kayumba. Le général Kayumba dissident. Il craint que Kayumba puisse se combiner avec Kinshasa pour le déstabiliser. Alors il faut maintenir un climat de ni paix ni guerre pour l'empêcher de récupérer quelques intérêts qui appartiennent au FPR, parce que les FPR, c'est lui qui a tenté les intérêts. Et regardez maintenant la sortie de Rouberois. Pendant tout ce temps, Rouberois s'est tué. Tout d'un coup, il sort, il a payé des pages dans les journaux, c'est pour dire, j'existe. Voilà encore un pion du Rwanda qui sort. Et le Rwanda, son problème, c'est Kayumba Faustin. Voilà. Le problème du Rwanda, c'est Kayumba. Moïse. Le FPR, hein? Le régime FPR à Kigali. Moïse, il y a Runiga qui est au Rwanda, c'est officiel. Mais on parle également de Bosco Ntaganda, mais curieusement, personne ne le voit. Écoutez, je crois qu'on assiste à une grande mascarade. Pourquoi j'appelle grande mascarade? Je voudrais dire, avant de parler, je voudrais dire qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple qui est condamné. Je crois que la scène à laquelle on va assister ou à laquelle on assiste déjà rappelle un peu ce qui a prévalu lors de la signature de l'accord de Lusaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'aller à l'accord, les RCD atomisés. Vous avez les RCD Goma, vous avez les RCD KML, vous avez toute cette histoire-là. C'est national. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la signature? On ne savait pas avec qui signer. Parce que le premier jour, quand il fallait signer, c'est Wamba Diawamba qui a pris les sièges. Et on ne savait pas qui devait signer. Et par après, ce sont tous ces mouvements-là qui... Tous ces RCD qui ont signé. Donc, je pense pour ma part qu'on assiste presque à la même histoire. Aujourd'hui, il y a... la signature des accords de Kampala et consorts, mais le Rwanda doit toujours avoir deux fers au feu. Donc, en même temps que le Rwanda pousse ses pions à négocier, en même temps le Rwanda pousse certains pions à rester à l'écart parce qu'il doit toujours avoir un cheval de Troie. Et quand vous voyez un peu avec le Runiga et le Makenga, il y a toujours une partie qui veut jouer avec le gouvernement, il y a une partie qui résiste. Donc, quelque part là, donc le Rwanda, un peu comme a voulu le dire sous autre forme Daniel Safou, donc le Rwanda sait comment jouer. Donc, alors, nous devons être très attentifs dans la suite. Et puis, bon, et puis il y a aussi le gouvernement là-dedans qui doit savoir comment jouer. Or, le gouvernement aussi participe à la confusion. Dans quel sens? Dans ce sens que le gouvernement, on ne sait pas, l'M23, est-il une force négative ou c'est une force avec laquelle le gouvernement négocie? Or, après l'accord d'Addis Abeba, le gouvernement a considéré le M23 comme interlocuteur avec lequel il pouvait négocier et qu'on se signer un accord. Alors maintenant, j'ai entendu par exemple le ministre Mende dire que non, il y a une partie
Donc la partie Runiga qui est passée de l'autre côté, il faut que les Rwandais les arrêtent et qu'on sort. Mais entre-temps, maintenant, vis-à-vis du Congo, le M23, c'est quoi? C'est une force négative ou c'est une force avec laquelle il faut composer? C'est là nous sommes un peu dans cette confusion-là. Parce que vous vous rappellerez que quand les affrontements ont commencé entre deux groupes du M23, ils ont même cédé une partie de Kichanga, je crois. Il y a les forces congolaises qui ont pris cette partie. Les FARDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste quelques temps après, il y a eu un ordre venant de la hiérarchie qui a demandé à ce que les militaires congolais puissent se retirer. Pour respecter l'accord qui était signé. Vous comprenez là, nous soufflons les chauds et les froids dans cette question-là. Donc il faudrait quand même que le gouvernement congolais arrive vraiment à se déterminer, à dire vraiment qu'est-ce qu'il veut. Or, jusque-là, vraiment, on ne sait pas vraiment à quel jeu le gouvernement va. Alors, Diana, Joachim Diana, je repose pratiquement la même question, mais cette fois-ci, j'ajoute une autre dimension. Azaria Sourouberois déclare que, qu'on le veuille ou non, le gouvernement sera obligé d'intégrer certains membres du M23 dans les FARDC. Et de l'autre côté, le ministre Mende qui en appelle à ce que ceux qui ont traversé soient traduits devant les cours et tribunaux. Mais ça nous rappelle l'épisode de Nkunda et Mutebussi qui n'ont jamais été extradés. Bon, écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses ici, notamment qu'il s'agirait d'une mascarade, que le Rwanda jouerait le même jeu. Mais si le Rwanda joue le même jeu, dans des circonstances changeantes, donc c'est que le Rwanda n'est pas aussi une si grande intelligence telle qu'on le dit. À l'époque, s'il a joué les jeux, Mutebussi, il a joué les jeux Kunda et Toboskoma, quel était l'environnement international? Comment est-ce qu'il était considéré dans la communauté internationale? Et comment Kinshasa était considéré dans la communauté internationale? Kinshasa était pratiquement au banc de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, au moment même où on vient de signer l'accord, un accord cadre d'Addis Abeba, qui dit que tous les pays voisins, aucun des pays voisins ne peut accueillir sur son territoire des gens qui déstabilisent l'autre pays. Et je pense même que lorsque René-Guiza se trouve là-bas, il dit « je demande asile ». Mais il ne se prend même pas au sérieux. Il ne sait même pas que lui étant interdit de voyager par l'ONU et ses avoirs gelés, il ne pouvait même pas arriver au Rwanda. Donc le Rwanda, quitter le Congo pour le Rwanda, c'est un voyage. Or, il lui est interdit de voyager. Ça, c'est un. Ça, c'est par l'ONU. De deux, le Rwanda a signé l'accord cadre de Kampala qui l'interdit à héberger sur son territoire. Et c'est pourquoi le Rwanda a fait le show, a mené les journalistes partout pour montrer comment il était en train de les désarmer et ainsi de suite. Mais après, il doit appliquer l'accord jusqu'au bout. C'est ce que le ministre de la Communication a dit, je crois. Que maintenant que le Rwanda est signateur de l'accord, il doit les ramener. Mais moi, je pense que nous, en tant que Congolais, là où nous devons réfléchir, c'est lorsque... Vous savez, la raison pour laquelle les hommes de Roniga ont abandonné, c'est parce qu'ils n'avaient pas de munitions. Oui. Alors, et même là, voilà. Ils accusent Kinshasa de fournir des munitions au camp Makenga. Voilà que maintenant qu'ils se battent entre eux, ils peuvent manquer de munitions. Mais quand ils se battent contre l'armée nationale congolaise, ils ont toujours des munitions. Et ils en ont même des armes les plus perfectionnées que le gouvernement de la République démocratique. Mais oui, entre eux, ils manquent de munitions et ils détalent, ils rentrent au Rwanda. C'est là qu'ils nous démontrent clairement et à tout le monde qu'il n'y a jamais eu de M23 qui serait une rébellion congolaise. Je ne sais pas qui a acheté les armes ou qui a pris les armes sur les Congolais. Non. Et c'est tout simplement, et ça réaffirme ce que nous connaissons, que le M23 est une création rwandaise et la plupart de ces soldats sont même des soldats rwandais. Les experts de l'ONU l'ont montré comment ils ont été recrutés, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est là nous devons demander, nous Congolais, que maintenant l'ONU, la communauté internationale, joue les jeux jusqu'au fond, au lieu de nous retrouver sur une confusion qui n'en est pas une. Il n'y a pas de confusion possible. Que
qui font signer les accords? C'est la communauté internationale. Qui avait demandé à Kinshasa d'écouter le M23? C'est la même communauté internationale. Kinshasa ne doit pas dire à la communauté internationale, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Kinshasa montre sa bonne foi. Vous me demandez d'écouter le M23, je les écoute. Il n'y a jamais été question pour Kinshasa de signer un autre accord avec le M23. Ça, vous devez le savoir. Et Kinshasa l'a toujours dit. Il n'y a pas question de signer notre accord, c'est de les écouter un point, un trait. Alors, Diana, je vous garde encore pour vous remettre dans ma question. Il y a l'épisode Nkunda. Il est aujourd'hui au Rwanda, il a été désarmé. Il y a Mutebusi, on n'en parle même plus. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, vous avez dit que l'environnement aurait évolué, mais qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, le Rwanda va livrer les 700 hommes qui ont traversé la frontière? Oui, tout à fait. Le Rwanda doit maintenant se trouver partagé entre les accords internationaux qu'il signe et sa constitution. Parce que la constitution rwandaise est claire sur ce sujet. Toute personne d'origine rwandaise qui aurait perdu sa nationalité dans certaines circonstances, est devenue d'une autre nationalité par immigration, par ceci, transplantation ou quoi, dès qu'il se retrouve sur le territoire congolais, et plutôt rwandais, il retrouve sa nationalité. C'est mentionné noir sur blanc dans la constitution rwandaise. Et c'est ainsi que le Kunda, lorsqu'il se retrouve, il devient rwandais. Alors maintenant, le gouvernement rwandais se trouve en position de dois-je livrer un sujet rwandais à la République démocratique du Congo. Et c'est ça donc le vrai problème. Mais maintenant, il doit choisir entre les accords internationaux qu'il a signés et sa constitution. Parce que s'il doit piéger tout le monde, toute la constitution, et nous tous, dans toute l'Afrique, si on dit, les Angolais disent, toute personne d'origine angolaise qui a perdu sa nationalité par immigration, dès qu'il est sur le territoire, il devient, et le Congo signe, donc il n'y aura plus de gens attrapés à la frontière, parce que dès qu'ils sont là-bas, ils deviennent immunisés, parce qu'ils ont la nationalité de ce pays-là qui ne peut pas les extrader. Alors à quoi ça sert de demander d'extrader les gens? Donc le Rwanda doit pouvoir sortir de cette histoire, et on doit même l'amener à réviser sa constitution-là, parce qu'elle est subversive. Et là, ça devient un problème. Et parfois même lorsqu'on parle de ces citoyens rwandais-là, on ne parle pas du Hutu. Mais il n'y a que le Tutsi, ça ne concerne que le Tutsi. Voilà. Vous vous rendez compte, c'est un régime ethniciste et on ne doit pas accepter un régime ethniciste en plein 21e siècle. On est loin de sortir de l'auberge. Alors, Daniel Safou, en 2 minutes, parce qu'on court derrière le temps, oui ou non, faudrait-il, oui ou non, réintégrer les rebelles du M23 qui accepteraient de signer avec le gouvernement? Mais l'État congolais s'affaiblit par rapport à... Sans vous couper, le ministre Mende avait fait une différenciation entre les bons M23 et les mauvais M23. Non, le ministre Mende n'est pas un modèle pour la jeunesse et pour les Congolais dans la mesure où il se contredit. Un citoyen intelligent constate sur les plans épistémologiques que dans les discours des ministres, il y a des contradictions. Un discours, lorsqu'il devient teinté de contradictions, la vérité s'éloigne. Dans la vérité, il y a la cohérence. Non, regardez ce que je veux dire. On a déjà intégré, mais c'est bienvenu. Votre question serait une question piège pour moi. Faut-il intégrer? On a déjà intégré. Nous avons connu le CNDP. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec le CNDP? On a intégré. Aujourd'hui, si nous disons nous sommes un État faible, parce que nous voulons bien se construire, les choses de l'État parlent de la cohésion nationale pour renforcer les institutions. Mais non, nous avons des institutions affaiblies parce que on nous a laminés sur tous les plans. Au niveau militaire, nous avons les Rwandais qui sont dans l'armée, qu'on se le dise, on a peur de les dire, soit disons on va t'assassiner, on va te tuer. Nous en avons dans l'armée. Dans la police nationale, nous avons des Rwandais. Vous comprenez? Vous allez dans l'administration, nous avons dans les services. La force d'un pays, ce sont les services. Ailleurs, on appelle ça les services d'intelligence. Chez nous, on traîne encore avec le mot l'ANR et qu'on sort. Ailleurs, ce sont les services d'intelligence. Ces services-là, lorsque ces services sont infiltrés par des sujets de notre pays, non pas par vocation de vivre, parce qu'aujourd'hui, chacun de nous peut se dire, je veux bien être congolais, nous sommes en pleine mondialisation, mais un Français peut devenir congolais, un Libanais peut devenir congolais, selon qu'il remplit les critériums liés, n'est-ce pas, à la citoyenneté. On te donne la nationalité, on nous refuse. Si les Rwandais veulent devenir des Congolais, qu'ils les fassent par la porte et pas par la fenêtre. Vous comprenez? On ne refuse à aucun Rwandais de devenir Congolais. Nous en avons ici. Mais mon problème, c'est quoi? Allons-nous continuer à affaiblir l'État
qu'à chaque, n'est-ce pas, négociation, on intègre. Mais c'est bienvenu. Je voulais ouvrir une parenthèse rapidement. Vous savez que les rébellions congolaises n'ont jamais été prises en considération. Vous savez que les Maïmaï sont des Congolais. On n'a jamais négocié avec eux. Peut-être à l'époque des 1+4. Mais quand il s'agit de la subsistance rwandaise, on négocie. On leur donne les avantages. Vous savez, à Kampala, c'est le gouvernement congolais qui finance, et le M23, et la délégation gouvernementale, qu'on se le dise. Vous comprenez? La perte, c'est quoi? C'est les contribuables congolais qui perdent. Notre problème, ces gens-là ne doivent plus intégrer. Le jeu d'hier ne doit plus continuer. C'est-à-dire quoi? On retrouve les officiers, n'est-ce pas, d'une rébellion quelconque comme on l'a fait avec les CNDP, dans notre armée, dans notre police, dans les institutions, dans les gouvernements. Non, on ne veut plus de cela. Ce que nous voulions aujourd'hui, comme l'a dit mon frère Diane, la communauté internationale a demandé à notre gouvernement d'évaluer et d'écouter. S'il s'agit, n'est-ce pas, d'un quelconque accord, ils doivent revenir, nous avons un parlement. Ils doivent revenir, on puisse nous clarifier quel type d'accord que le gouvernement veut encore engager. Okay. Au cas contraire, cet État sera toujours affaibli. Et Kabila aura des problèmes avec les pays parce qu'il a des attributions. Voilà. Notamment quoi? Quand il a prêté serment, il y a des attributions, notamment quoi? Défendre l'intégrité, n'est-ce pas, territoriale. Alors, merci Daniel. Fidèle Moussangou, il y a eu une mouture qui était en circulation. Le gouvernement avait accepté d'intégrer certains membres du M23 jusqu'au grade de lieutenant, si je ne me trompe pas. Et c'est simplement parce qu'il y a eu cette scission que l'accord n'a pas été finalement signé. Est-ce que, Fidèle Moussangou, la réintégration de ces anciens rebelles serait-elle la solution qui convient le mieux dans les cas actuels, comme l'avait déclaré Azarias Rouberois? Écoutez, d'ailleurs, quand vous citez ce nom-là, ça me donne la chair de poule. C'est quelqu'un que je connais très bien et maintenant je suis révulsé par son comportement. Je découvre un Rwandais, ce n'est pas un Congolais. Je suis désolé, Rouberois se comporte comme un Rwandais, un pion du Rwanda. Il ne peut pas, lui, pasteur, prendre une telle position. Non, quand cette affaire commence, Rouberois c'était. Il s'est même caché. Il n'a même pas condamné. Il s'est caché, on le voyait comme un esprit qui disparaissait. D'ailleurs, sa femme et ses enfants ne vivent pas ici. Il faut qu'ils nous disent pour moi. Ils sont nombreux. Hein. Joseph Kabila, non, Joseph Kabila, ses enfants sont allés au Pôle-Ville. L'une est à l'école américaine, elle étudie comme tous les enfants. Moi, j'étais dans une union de parents, j'ai vu maman Olivier comme parent. L'autre, Joseph, est allé l'inscrire à l'école maternelle ici. Ses enfants sont ici. Pourquoi lui, ils en doivent rester aux États-Unis et ils font toujours l'Afrique du Sud qui gagne? Cet homme-là, j'arrive maintenant à la question parce que là, quand j'ai suivi ça, j'étais révolté. Non, je ne reconnais plus cet homme que j'admirais beaucoup. Je croyais avoir affaire à Kagame qui parle. Il est le pion du Rwanda ici et on le laisse la paix. Ça, c'est grave, ça. Et maintenant, il a signé son arrêt de mort sur le plan politique. Parce que Rouberois va nous prouver un jour où sont les éléments de la mer du RCD. 2. Pendant 5 ans, le RCD a administré les territoires. Jamais, c'est faux. Quelques officiers, les autres sont au Rwanda. Il le sait bien, Rouberois. Parce que si le RCD avait une armée à lui-même, devait régler ce problème des États pendant 5 ans. Mais parce que la politique rwandaise est d'entretenir les Interabonnes, qui constitue un prétexte pour venir intervenir au Congo, tuer les Congolais, détruire le Congo, empêcher le développement, Rouberois est derrière ça. Maintenant, il vient de le prouver. Ça fait une tache noire dans sa vie politique. Et il vient de se déclasser. Maintenant, voilà un élément. Daniel l'a dit un peu là. Pourquoi chaque fois, c'est toujours le même mode opératoire? Oh, on va chasser les Israéliens qui menacent les Tutsis. Mais moi, j'ai demandé à Roger Miss de me produire un rapport de la MONUSCO où on a massacré les Tutsis quelque part. Moi, je suis de ce coin. Je ne connais pas un endroit où on a massacré les Tutsis. Le contraire, c'est des Hutus, c'est des Nyanga, des Houndé, des Bach, des Balais qu'on tue toujours. Pas des Tutsis. Ça, c'est un deuxième élément. Vous avez maintenant un problème qui va coûter cher maintenant, quand on parle de la réintégration de ces officiers. Diana lâché le mot, Tutsi, parce qu'on ne doit pas faire un tabou avec cette affaire là-bas. Il faut qu'on en parle. Nous, à l'Est, quand il faut régler un problème intercommunautaire, nous avons la Barza intercommunautaire, où il y a des Houndé, on parle Houndé, Tutsi, Hutu et compagnie. Et on le dit, les Tutsis, c'est une composante de la tribu, les Banyarwanda du Congo. Et les Hutus, vous les mettez où ça? Non, attention, c'est une composante. Parce que je sais qu'ils parlent, la tribu, c'est les gens qui parlent la même langue, n'est-ce pas? Alors, les Kinyarwanda, il y a des Hutus et des Tutsis. Alors, c'est une composante. Et pourquoi cette composante pose problème?
Pourquoi la composante cherche toujours à dire qu'elle est malmenée sans qu'il y ait une preuve? Quel est le gendarme mondial? C'est la MONUSCO. J'ai demandé à Roger Miss. Il m'a dit, il n'y en a pas, monsieur. Moi, je dis, ah bon, mais regardez le code de ce que veut dire. Il dit, ça, il raconte ça. Roger Miss, il n'y a pas de jour. Vous posez la question. Il m'a dit, il n'y en a pas. Moi, je dis, vous serez responsable de vous taire devant de tels mensonges que les autres utilisent pour introduire. Bon, je vous dis, bienvenue. Oui, on peut introduire autant de Tutsis comme officier, lieutenant, colonel, mais il va se poser un problème quand on va réformer l'armée. Parce que l'un des points de l'accord cadre, c'est la réforme de l'armée. Ça veut dire qu'il faut recruter par province. Oui. Alors vous aurez par province combien de Tutsis? Les Tutsis, il y en a combien au Sud-Kivu? Il y en aura combien? Alors vous aurez maintenant beaucoup d'officiers Tutsis. Et les autres Congolais, vous croyez qu'ils seront contents? Et les autres tribus qui doivent être dans cette armée vont se retrouver minorisés au niveau de la chaîne de commandement par rapport aux Tutsis. Ça pose un problème. Et j'ai fait le tour, nous avons des frères de l'armée, c'est dit, cette affaire commence à nous agacer. Ça se pose déjà aujourd'hui, actuellement. Deuxième élément, ça se pose déjà. Allez-y rapidement. Cette position, on court derrière les temps. Cette position dessert les Tutsis. Parce que maintenant, les autres disent, mais vous, nos frères de Tutsis, quand il y a un problème entre les Congolais, vous allez chercher des armes chez vos cousins au Rwanda pour vous nous tuer. Oh, réglons ça entre nous, les yeux dans les yeux, autour de la table. Vous allez chercher des armes. Même un problème simple de régler le problème des réfugiés Tutsis. Vous cherchez des armes pour tuer. Puis, vous, quand vous avez fini, vous récupérez le commandement militaire. Alors, vous voulez avoir plus de Tutsis par-ci par-là. D'ailleurs, bienvenue, je termine par là pour vous dire ceci. Cette position du Rwanda, je vous dis la vérité, c'est le problème de Faustin Kayumba qui est cherché. Vous l'avez déjà dit. Donc, le Rwanda cherche à maintenir ce prétexte pour justifier les génocides qui commettent au Congo. Alors, Moïse Moussangana, il y a, vous avez suivi les autres, et là, vous l'avez évoqué vous-même, le Rwanda veut avoir deux fers, moi je trouve même plusieurs fers au feu. Hein, et pour vous, Makenga représenterait quoi? Quel marron? Et Runiga, quel marron? Et les autres fers qui sont au feu, qui est le cheval de Troie pour la République démocratique du Congo? Bienvenue, je voudrais dire ceci. Regarde un peu, hein, même l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba. Tu vois qu'il y a même des pays, même comme la Centrafrique, qui est pratiquement un pays qui est en morceaux, qui essaie de recoller ce morceau, mais qui pense qu'il peut venir au Congo pour pouvoir y rétablir la paix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo, comme je l'ai toujours soutenu ici, c'est-à-dire que comme c'est un maillon le plus faible de la sous-région, tout le monde voudrait avoir un regard sur le Congo. Et il faut avoir un moyen pour avoir un regard sur le Congo. Sans parler même du Rwanda. Regardez un peu ce que Dos Santos a déclaré dernièrement, lors de la tripartite de Luanda. Il appelle au rétablissement de l'autorité de l'État. Il rappelle au rétablissement de l'autorité de l'État, parce que c'est un État faible et tout ce qui se passe ici, même dans l'accord cadre, parce que j'ai bien suivi, j'ai suivi les confrères qui disent, bon, pour le Congo, on a dit qu'il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, tandis que pour les autres pays, on ne demande pas assez, tout ça. Mais le Congo, c'est quoi là? C'est ça, c'est ce trou noir là. Il faut arriver à faire que le Congo ne soit plus ce trou noir. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'il y ait la refondation de l'État. On n'a pas un État, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Et les marrons du Rwanda. Oui, mais parce que le Rwanda doit avoir toujours un cheval de Troie. Doit avoir toujours un cheval de Troie pour avoir un regard ici. Donc ce n'est pas en organisant toutes ces rébellions et consorts. Avant même le gouvernement congolais, le peuple congolais avait dit que l'M23 c'est une mascarade, c'est une création du Rwanda et consorts. Quand le gouvernement congolais avait peur, je dis bien avait peur de prononcer même le mot Rwanda, mais le peuple citait le nom du Rwanda, il a fallu beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts pour que les officiels congolais en arrivent à citer le nom du Rwanda, quand bien même les rapports de l'ONU le disaient. Mais les autorités congolaises disaient que non, nous devons faire une enquête. Donc c'est un peu plus tard. Donc c'est ça un peu. Il y a quoi dans tout cela? D'une fine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que le pouvoir à Kinshasa doit s'émanciper par rapport à Kampala et par rapport à Kigali. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Parce que je sais bien qu'on peut dire, on peut récriminer comme ça. Vous savez bien quand il y a eu des élections ici. On a vu, on a maté les gens ici à Kinshasa. Il y a eu des engins
Il y a eu des engins qui sont venus de quelque part, qui ont servi à mater les gens ici à Kinshasa. Ces engins-là venaient d'où? Nous sommes tous des journalistes. À l'aéroport. Je vous laisse ces temps-là d'investiguer pour savoir l'origine de ces engins-là. Et quand vous aurez compris l'origine de ces engins-là, vous aurez compris qu'il y a quelque part là, le pouvoir de Kinshasa doit s'émanciper par rapport à Kampala et par rapport au Rwanda. Et si il ne s'émancipe pas, nous allons toujours tourner en rond et il y a rien. Alors, Joachim Diana, s'il vous plaît, on est coincé par les temps, il y a d'autres sujets à prendre. Joachim Diana, vous l'avez constaté, le gouvernement, le chef de l'État a rappelé la délégation qui était à Kampala pour les négociations avec le M23. Cela voudrait-il signifier que du côté congolais, on a tourné définitivement la page? Oui, pour qu'on tourne définitivement la page aussi, nous devons la tourner sur ce plateau. J'entends un discours qui ressemble à un discours de l'époque là. Mobutu mate le 16 février. Une certaine presse et certains gens disent « Ah non, les gens là, ce n'étaient pas des soldats congolais qui sont venus tuer. » C'est comme si on exonérait que les soldats de Mobutu étaient humains, ceux qui sont venus à l'étranger qui ont tué. Alors qu'on connaissait que c'était des soldats inhumains. Mais on les dédouane comme ça, nous ce sont les soldats. Alors ils étaient très noirs, ils sont venus d'ailleurs. J'apprends ici que on aurait fait venir des engins contre quel danger? Quel était tout ça, c'est quoi? Simple jugement des valeurs. Vous prenez quelque chose qui n'existe pas autour de la fabulation, vous créez un danger. Qu'est-ce que le danger, c'était quoi lors des élections? Quel était le danger pour lequel on pouvait faire venir des enjeux à l'extérieur? Quel était ce danger? Le danger, c'était quoi? Les mettez? La tricherie? Mais non, suppose, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Pour qu'on puisse mater les gens qui allaient descendre dans la rue après la proclamation des résultats, on a fait venir des engins d'ailleurs. Mais quels sont ces gens-là qui devraient faire? Ces gens-là représentaient quoi? Ils avaient quelle arme pour les mater, on doit faire venir les engins? Soyons lucides et analysons le second. Je réponds à ça. Je voudrais un peu être heureux qu'il nous rejoigne maintenant en peignant Rouberwa. Et c'est pour lui rappeler une question qu'il était à San-Site, les deux ici, j'étais à San-Site avec. Dans l'attente, lorsque Rouberwa tient le point de presse, je lui pose la question. Monsieur, vous avez des troupes, oui. Mais lorsque les troupes rwandaises et ougandaises se battaient à Kisangani, vos propres soldats étaient où? Il était embarrassé. C'est pour vous dire que ce sont les mêmes Rwandais qui se battaient pour le RCD, les autres qui se battaient pour les autres, qui se sont rentrés dedans. Eux-mêmes n'avaient pas dû me dire non, nous étions avec nos alliés. Voilà que là, Robert avait fait avec que non, le soldat du RCD s'était en train de tuer sur les Congolais à Kisangani. Vous vous rendez compte que c'est ça, ils le découvrent maintenant, nous le savions depuis longtemps. Bon, mais vous le savez, c'est une bonne chose que les gens évoluent. C'est vraiment, quand les gens disent que rien ne change, quand je vois ce changement-là, je dis que voilà, les gens évoluent et c'est une très bonne chose. Et les débats ici, même quand les gens restent carrés parce qu'on le regarde à la télévision, on va lui poser la question, mais pourquoi tu as dit ça? Bon, mais quand même, on voit quand même les changements. Il y a une certaine... Mais la chose aurait déjà été tournée en ce qui concerne les négociations de Kampala. Mais il y a longtemps, le gouvernement y était parce que le gouvernement ne voulait plus que la communauté nationale et internationale dise que c'est Kinshasa le problème. Vous voulez que je les écoute? Je les écoute. Médiateur, dit tout ça. Kinshasa même fait un sacrifice financier pour qu'on les écoute, j'ai toujours appelé ça de la part du chef de l'État, de la part du gouvernement congolais, que c'est la politique du roseau, de la flexibilité, ainsi de suite, à un moment. Et maintenant, tout ce qui a changé au Congo, c'est parce que Kinshasa a donné tous les gages de bonne foi. Et c'est ça maintenant qui fait le contraste avec Kagame. Kagame donne tous les gages de sa mauvaise foi. Et Kinshasa, tous les gages de bonne foi et tous les gages de quelqu'un qui cherche la paix. Alors, véritablement, Kinshasa a besoin de paix. Et lorsque j'apprends sur ce plateau ici que lorsque le président angolais dit qu'il faut restaurer l'autorité d'État, donc il remet en cause l'État congolais. Mais ce n'est pas vrai tout à fait. Mais ouais, mes chers amis, le Congo a un problème. La communauté internationale se réunit pour résoudre un problème au Congo. Et le problème, c'est quoi? C'est la guerre à l'Est. À l'Est, la rupture, il n'y a pas l'autorité de l'État.
La communauté internationale signe les accords, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour restaurer l'autorité de l'État dans tout ce pays. Mais lorsqu'un président angolais lui dit restaurer l'autorité de l'État, les gens qui sont dans leur rêve de voir des gens qui, comme des naufragés, qui cherchent une bouée de sauvetage partout, qui nous viendra au secours, parce que maintenant, il s'accroche même à sa propre ombre, croyant qu'il a trouvé une bouée de sauvetage. Donc, on cherche des alliés partout. Maintenant, on veut faire d'Eduardo Santos l'allié des chercheurs de la vérité des urnes. Parce que, non, ce n'est pas normal. Ça. Alors, on prend le deuxième sujet par rapport à l'indice du développement humain, l'UDH. On commence avec vous, Fidèle. Oui, c'était la une. La République démocratique du Congo, classée dernière de la classe, 186e sur 186 États. Et pourtant, Fidèle, nous enregistrons, tout le monde en convient, un taux de croissance intéressant de 7 chiffres, de 7%. Et nous envisageons même d'atteindre le taux de croissance à 2 chiffres. Le chef de l'État a tapé du poing sur la table qu'on ne mange pas la croissance, il faut la redistribuer. Qu'est-ce qui ne marche pas, Fidèle? C'est l'absence totale de l'État. Nous sommes dans une jungle ici. Comment voulez-vous? Je prends des exemples très simples qui vont coûter cher à Kabila bientôt. N'oubliez pas qu'il devrait ses 3 ans. 3 ans. Non, 2 ans. 2 ans. Là, c'est une année électorale. 2 ans. Il reste 2 ans. J'ai revu du bas. Une année électorale, on va gérer l'État malgré les élections. Tout le monde va chercher à devenir autorité. Je suis sidéré et scandalisé de voir que la seule voie de sortie nationale est négligée. La route Kinshasa-Boma, quand vous avez Kinshasa est terminée, et bientôt va se couper. On est avec Daniel. C'est la seule voie de sortie nationale. Par la mer. Par la mer. Les chemins de fer, il y a des éléphants sur le rail. La brousse a envahi le rail. Quand vous arrivez à ici à Disville, les garages centraux, mais il y a même des hippopotames là-bas. Il n'y a plus rien. Les ouvriers sont devenus des agriculteurs ou des maraîchers comme Kakolo ici. Vous vous rendez compte? C'est la seule voie nationale. Et si on se vante, on dit la croissance. Mais la seule voie de sortie est là. Qu'on oublie, qu'on néglige. Regardez le courant. Quel est le fond du problème? C'est la ligne de haute tension. Kabila devait savoir que cette ligne a une durée dans le temps. Il n'a pas su. Deuxièmement, si on refuse de développer la voie de sortie nationale, parce que de l'autre côté, on doit passer par des pays de transit. Si on néglige de refaire le port de Kalundu, de Kalemi, la route de Bukavu ou Vira, on doit passer par le Rwanda en finançant les pays agresseurs. Est-ce qu'on est nationaliste? Est-ce que c'est ça la croissance? Si maintenant, le sac de ciment produit par les cimenteries nationales coûte plus cher que les ciments importés de Chine, parce qu'on a fait les parafiscalités, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour couler encore l'économie congolaise. De sorte qu'aujourd'hui à Bukavu, les gens de Bukavu préfèrent aller acheter le ciment au Rwanda qu'acheter le ciment congolais qui coûte plus cher. Vous trouvez ça normal, vous? C'est la croissance? Si aujourd'hui on n'a pas une compagnie nationale aérienne, nous avons une culture de l'aviation civile depuis l'époque coloniale. Il y avait Sabena, le Rwanda menait une compagnie nationale. Pour transporter 80% des Congolais de l'Est, quand ils vont en Afrique du Sud ou à Dubaï, prennent le Rwandais. Et même ceux de Bukavu, maintenant, ils traversent la Kamembe, et ils prennent le Rwandais jusqu'à Brazzaville, ils traversent, ils viennent ici. Vous trouvez ça normal? Même ici, on traverse Brazzaville. Et quand vous posez la question, vous répondez non, vous savez, la compagnie nationale va coûter cher. Et j'ai dit, Colombo, on gagne quoi? Colombo, ça dit une affaire de bus catholique, de Caritas Congo. Et on va voir c'est quoi ça? Vous voyez jusqu'où on est tenté de refuser le développement de façon délibérée. Alors on ne parle pas de croissance. Oh, écoute, je vous dis, nous avons une culture de la Nations Unies depuis 1900. La question de Sabena, c'est le Congo. Et puis nous avons des infrastructures et des techniciens formés. Pilotes n'en parlons pas. Pour qu'aujourd'hui on amène 15 avions et on commence à desservir tout à Congolais. Tout le monde ici, en fait, nous qui sommes des carrières, Moïse et compagnie, Moïse a quand même travaillé là-dedans. Nous sommes venus par avion. Mais on pouvait venir par route et même par bateau. Le port d'Ilebo n'existe plus que de nom. Il n'y a que des pirogues. Là, on pouvait recevoir des grands bateaux. Voilà. Je continue, c'est comme dit. Nous sommes derniers par la faute du régime qui gouverne le pays. Et c'est ridicule. Moi, j'ai publié ça à 2 reprises. C'est pour attirer l'attention des Congolais. Que
La croissance dont on se vante là-bas, c'est de la vaste comédie. Nous sommes les derniers. 186. Alors, c'est ridicule un pays qui doit devenir le premier. Où maintenant, le cuivre, nous avons dépassé la production de la gécamine en 1972. 600 000 tonnes. Mais l'argent disparaît. À l'époque, la tonne était à 2 000 $. Maintenant, la tonne est à 8 000 $. Mais regardez les recettes pour disparaître. Ok, merci Fidèle. Tout se passe entre les mailles. Merci Fidèle. Alors Moïse, je viens à vous. Moïse Moussangana, Ok. Vous avez également lu certainement ce rapport sur l'indice de développement humain. Mais depuis 2002, on constate que le pays a repris avec la croissance. Pourquoi est-ce que cette croissance n'arrive toujours pas à être distribuée à un plus grand nombre? Mais je crois que si en politique on peut spéculer, en économie on ne sait pas spéculer parce que les chiffres sont têtus. Et puis je voudrais dire en passant que quand on parle ici, ça ne veut pas dire qu'on aime ou on n'aime pas Kabila, mais on dit ce qu'on croit être vrai. On fait des analyses, on croit ce qu'on croit être vrai. Et c'est pour aider le gouvernement à changer. Pour revenir à votre question, nous sommes les derniers de la classe. Donc 186e sur 186e. C'est quoi? C'est la traduction de la mal-gouvernance qu'il y a dans le pays. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en 2011. De 2006 plutôt en 2013, de 2006 en 2011, nous avons connu les 5 chantiers de la République qui avaient vocation d'amener le pays à un certain niveau de développement. Si pendant tout ce temps, nous avons toujours été peut-être avant-dernier consort, et aujourd'hui, le dernier classement, nous sommes derniers. Ça veut dire que quand vous prenez la politique des 5 chantiers, vous prenez la révolution de la modernité, donc il n'y a rien qui a changé. Donc il n'y a rien qui a changé dans le pays. Et que, est-ce que la croissance dont on nous parle, ce n'est pas le maquillage des chiffres dont on a parlé autrefois quand Kengo était Premier ministre et consort? Parce qu'on n'en sent pas les effets. Encore quand on parle de la croissance, il faut savoir la base du départ. Si j'avais peut-être la base de départ de 100 $, même si je fais 7% de croissance, qu'est-ce que ça vaut? Bon, si j'ai peut-être une base de départ qui est peut-être un PIB de, je ne sais pas moi, 10 milliards de dollars, si je fais 7% de croissance, ça sera 7% des 10 milliards du point de repère, ça fait quand même une grande avance. Oui, quand on parle de croissance, je crois qu'aussi il faut savoir quelle était la base. Il faut relativiser les choses. Il faut relativiser les choses. Donc, il y a là la mal-gouvernance qui transparaît. Donc, ici aussi, l'économie congolaise est malade même de sa structure. Le problème que nous avons, c'est un problème structurel. Nous sommes dans une économie à vocation rentière. Et dans une économie à vocation rentière, les groupes sociaux, comme les individus, ont tendance à avoir une bonne place dans les circuits de circulation et de répartition des revenus. Pratiquement, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui sont parvenus à se positionner dans les circuits de répartition et de circulation des revenus, ce sont les gens aujourd'hui qui construisent sur boulevard, qui construisent par là, les maisons poussent, alors que quand on dit que quand le bâtiment va, l'économie va. Mais ici, le bâtiment va, l'économie ne va pas. Et puis, on assiste à quoi? À la consommation ostentatoire. Donc, vous voyez un peu, c'est ça un peu qui caractérise un peu notre économie. Donc, notre économie est malade de sa structure. Donc, c'est une structure qu'on a héritée de la colonisation et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as même dit, c'est une économie extravertie. Oui. Donc, il ne faut rien attendre en retour. Voilà. Joachim Diana, je viens à vous. Joachim, on peut affirmer aujourd'hui que cette économie extravertie n'a pas changé et que le Congolais n'a pas encore repris en main sa destinée, ce qui justifie peut-être que cette croissance ne soit pas ressentie, ne soit pas bénéfique à tout le monde. Oui, mais nous sommes dans un pays où tout le monde se veut spécialiste de tout le monde. Je vous dis aussi que l'économie, c'est une spécialité. Autant j'ai entendu une bonne chose ici qu'on peut spéculer sur la pomme, sur l'économie, on ne spécule pas. Et si on ne doit pas amener ces visions politiques dans l'économie. C'est vraiment un autre secteur. Je suis heureux d'apprendre aussi ici, même s'il ne veut pas montrer qu'il a changé. Au départ, ici sur ce plateau, on nous disait, lorsqu'on a dit que
la politique des 5 chantiers, essentiellement les routes, c'est pour améliorer le développement. On nous a dit, sinon on ne mange pas de routes. Ici, sur ce plateau, suivez mon regard, et c'est pas juste en face. On a dit que, vous vous souviendrez, j'ai répété toujours, c'est que la phrase de Henry Morton Stanley qui avait dit que le Congo sans chemin de fer ne vaut pas un penny, et donc c'est normal que, je me souviens, moi j'ai une bonne mémoire, moi. Je me souviens, je l'ai répété, les murs ici m'entendent, ils peuvent le témoigner. Et aujourd'hui, je suis quand même surpris que les gens disent que les 5 chantiers, c'était un départ pour le développement, que cette politique-là, mais même si on voudrait dire que ça a échoué. Aujourd'hui, il y a au niveau du gouvernement ce qu'on a appelé la réunification nationale par route. Et c'est effectif. Mais j'ai dit, mais la meilleure façon de combattre un gouvernement, c'est de suivre quand même ses activités. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'amis, quand il devant sa télévision, on voudrait parler, il zappe, mais il vient sur le plateau, il raconte des histoires de 1960. Donc, aujourd'hui, il y a le programme agricole du gouvernement. Dernièrement, on a vu le Premier ministre au Bandundu visiter des normes. Qui n'a jamais dit que notre salut, c'est l'agriculture? Lorsqu'on commence ce programme agricole-là, on n'a rien fait. Lorsqu'on commence la réunification nationale par route, on n'a rien fait. Donc, ce sont les indices de... Mais quand ce même Jacques qui faut les indices de développement dit que le Congo a une croissance aujourd'hui, parce que la croissance, ce n'est pas le Congo qui la détermine, dit que la croissance est de ça, on dit non, c'est un maquillage des chiffres. Mais voilà. Mais c'est pour vous dire que moi, je voudrais dire ceci. Et je pense que même le ministre du budget a dit clairement, et même l'ancien Premier ministre Mozito, à la conférence organisée par le groupe Le Potentiel, il a dit clairement, j'ai suivi le ministre Mokoko dire que, le vice-premier ministre dire que notre croissance ici, ce n'est pas une croissance qui est porteuse par exemple d'emploi et de ça, parce que c'est une croissance essentiellement sur les mines. Mais j'apprends sur ce plateau que les mines n'apportent rien, l'argent disparaît. Mais ça apporte quand même une certaine croissance. Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Le premier, mais oui, l'argent disparaît, mais la croissance vient d'où? Enfin. Alors c'est pour dire que ne mêlons pas les histoires. Est-ce que Diana connaît le syndrome hollandais? C'est pourquoi est-ce que Diana connaît le syndrome hollandais? Est-ce qu'il connaît le syndrome hollandais? Je voudrais dire ceci que, en ce qui concerne les calculs des indices, il y a de vrais problèmes. Mais est-ce que vous avez déjà vu, vous, quelqu'un, l'indice, c'est lui qui calcule les indices dans votre coin là-bas en train de voir. Et généralement, ces indices, on les calcule sur base de ce que nous, les médias, nous disions. Ils savent que le Congo, avec tel nombre de gens en déplacement, avec tel nombre de ceci, mais comment voulez-vous qu'un pays qui a 1 million de gens en déplacement et que ces gens-là puissent avoir un indice de développement normal? Comment voulez-vous qu'un pays régulièrement en guerre, avec une force, la plus grande force des Nations Unies, et ce pays-là, c'est pourquoi nous l'avons dit autrefois que la MONUSCO doit partir. Pourquoi? Parce que même j'ai été au Japon, les gens ont dit rapidement qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Quand il apprend tout ça, mais qu'il y a la plus forte, mais c'est pourquoi donc c'est un pays qui n'est pas sûr. Et sur le plan sécuritaire, nous sommes pratiquement dans la zone rouge. Mais personne ne calcule l'indice de développement à partir de ces ordinateurs-là, à partir de New York, lorsqu'il met tous ces éléments que nous avons ici, la guerre cyclique, mais l'indice ne peut que baisser. Okay. Mais c'est ce que je raconte. Qu'est-ce que je dois? Ce ne sont pas des balivernes que tu as dit ça dans les vides. S'il vous plaît, on va terminer. Tu as parlé dans les vides. S'il vous plaît. On termine avec Daniel Safou. J'ai l'impression que tu ignores même comment calculer l'indice de développement. Les indicateurs sur le plan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les indicateurs sur le plan interne. Je suis licencié en développement. S'il vous plaît, Diana. Les indicateurs sur le plan national. S'il vous plaît, tu ne le savais pas, je suis licencié en développement. S'il vous plaît, Diana, les indicateurs sur le plan interne sont au vert, la plupart des indicateurs. Merci, je ne te dispute pas les bétons. S'il vous plaît, mais toi, les droits, oui, peut-être. Lui, les bétons, je ne dispute pas. Mais le développement, les indicateurs, soyez disciplinés. Les indicateurs sont au vert. Vous avez le taux de croissance, vous avez le taux d'inflation maîtrisé. Vous avez également la mobilisation de recettes qui se fait, tant bien que les assignations sont souvent dépassées. Comment se fait-il que le petit peuple de panier de la ménagère
est toujours, s'amenuise toujours du jour au jour. Comment se fait-il que le panier de la ménagère ne s'améliore pas? Mais c'est bienvenu. Et on va terminer avec Merci pour la question, mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Quand vous lisez Habermas, dans son livre intitulé L'agir communicationnel, il parle de l'autodestruction pragmatique. Le sujet s'est détruit par ses propres propos. Je ferme par la parenthèse rapidement parce que je crois que le vieux s'est détruit lui-même quand on parlait de ça. Regardez, ces rapports montrent à suffisance combien Matata Pogno a voulu roubler toute une nation. Matata a voulu nous faire croire que c'était un savant, les gouvernements des surdoués. Nulle part, les gouvernements nous montrent les secteurs pourvoyeurs de richesses. Nous en avons dans ces pays, mais c'est bienvenu. Vous avez, n'est-ce pas, le secteur du hydrocarbures. Ça, c'est un secteur pourvoyeur de richesses. Vous avez le secteur, n'est-ce pas, de l'énergie. Ça, c'est un secteur pourvoyeur de richesses. Vous avez le secteur de mines où ils se vantent, ils se tapent la poitrine, le secteur des mines. Bienvenue. Vous savez, on a connu les problèmes avec les FMI. C'était pourquoi? Vous savez pourquoi? On a bradé ces secteurs. On a vendu les concessions minières à vil prix. Ça, je vous l'ai dit. Vous comprenez? Matata, ça, c'est un premier ministre sectoriel et secteur. Il donne l'impression de maîtriser les secteurs, n'est-ce pas, des chiffres. Mais aujourd'hui, il est rattrapé par ces rapports. Quelle est la vie du Congolais? Quelle est l'assiette du Congolais par rapport à la maîtrise, n'est-ce pas, du système macroéconomique? C'est zéro. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre ne nous montre pas les secteurs producteurs des richesses. Il n'y en a pas. Mais par contre, le Premier ministre vous traque les petits citoyens. Le Congo vit du contribuable. Regardez, je vais vous faire allusion à quelque chose. Aujourd'hui, M. Diana, ce qu'il raconte là, il se crée des problèmes dans son environnement naturel, là où il habite, où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas l'eau. Vous comprenez? C'est dangereux, lui qui dit qu'il a fait le développement. Regardez les dangers maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas, qui nous guettent, n'est-ce pas, avec ce gouvernement. Les gouvernements ne vous montrent pas le secteur pourvoyeur des richesses. Ces gouvernements-là, regarde. Est-ce que vous allez continuer à laisser les histoires qui n'ont aucune importance? Vous le savez que ce gouvernement n'a jamais payé la dette intérieure. On n'a jamais payé la dette intérieure. Ça, je vous l'ai dit. Or, c'est la dette intérieure qui fait vivre, n'est-ce pas, l'action du petit peuple. Qui permet la Qui permet d'ailleurs ça. Il n'a jamais payé la dette. Le jour où Matata va payer la dette intérieure, c'est le Premier ministre que Kabila chassera au lendemain de cela. Aujourd'hui, Kabila se rend compte aussi, qu'il a affaire à un Premier ministre faible et affaibli. Faible et affaibli. Si Diana reconnaît que Matata de travail, c'est bien bon. Il se croise entre lui, il a l'habitude de coopérer avec le Premier ministre. Il était ami de Mouzitu, il a encore l'ami de Matata. Mais sinon, au fond, qu'est-ce qu'il nous produit comme travail en tant que Premier ministre? D'abord, c'est un Premier ministre qui ne traduit pas son intelligence en tant que tel. Les rapports là de l'indication, c'est l'expression même, c'est l'expression de la mauvaise gouvernance. Il n'y en a pas, qu'on se le dise. On ne dirige pas le peuple par les mensonges. Ils sont rattrapés aujourd'hui. Ils sont rattrapés. Tout ce que je vais conclure par là. Je conclue par là. Kabila vient avec sa politique, la révolution de la mondialité. Lisez la Constitution. Le Premier ministre doit aussi amener sa politique. Et ils mettent ensemble cette politique pour l'avancement, n'est-ce pas, du pays. Kabila a sa politique. Dans quelle constitution n'a jamais connu son programme. Si tu ne maîtrises même pas la constitution de la République, je maîtrise la constitution. Mais tu es un affabulateur. Non, je maîtrise la constitution. Va lire répondu à notre invitation. Merci Daniel, s'il vous plaît, on est à la fin. On est à la fin. Daniel, merci. Merci. Non, il faut retirer ça, Diana. Merci Moïse d'avoir répondu à... merci à vous fidèles, s'il vous plaît, c'est pas ça le débat. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis et nous espérons que la République démocratique du Congo, qui aligne des chiffres appréciables, les gouvernants doivent fournir des efforts nécessaires pour que la redistribution devienne une réalité. Merci donc à vous de nous avoir suivis et à la prochaine avec certainement Charlie Tossi.